Aujourd'hui, je te donne 3 raisons de briser la solitude entrepreneuriale et 4 moyens concrets de le faire. Bienvenue dans Anti-Pitch, le podcast qui donne le temps aux entrepreneurs et entrepreneuses de présenter leur métier en profondeur. Je suis Valérie Sten, hypnologue spécialisée dans l'accompagnement des émotions des dirigeantes et dirigeants et dans les neurosciences cognitives appliquées à ton quotidien entrepreneurial. Ici, tu vas rencontrer des personnes de qualité et trouver des modèles et des conseils pour développer ton activité. J'ai hâte de savoir ce que tu vas retenir de cet épisode. La solitude de l'entrepreneur, c'est un de ces sujets dont tout le monde parle un peu, mais que personne ne prend vraiment au sérieux. On fait un peu comme si c'était juste une sorte de sentiment passager, une sorte de blues qu'on éprouve de temps en temps, un truc pas très grave qu'on règle avec un café entre amis ou un peu de storytelling sur LinkedIn. Mais en vrai, la solitude de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse, ce n'est pas ça. La solitude entrepreneuriale, c'est vraiment un problème structurel. Ça fait partie du modèle en lui-même quand on est indépendant, indépendante. Et si tu ne la prends pas en charge activement, elle peut finir par coûter cher en décisions prises dans le vide, en énergie gaspillée, en motivation qui s'érode, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Dans cet épisode, je te propose de développer 3 raisons ancrées dans la recherche pour lesquelles briser cette solitude, c'est pas juste un bonus, mais une nécessité. Puis je te proposerai 4 moyens concrets de le faire. Alors reste jusqu'à la fin de cet épisode parce que, comme pour chaque épisode de cette mini-série pratique, je te donnerai un exercice pour faire le point sur ta situation personnelle. Voici les raisons pour lesquelles c'est important de briser la solitude. Raison numéro 1, l'intelligence collective est dans la majorité des cas supérieure à l'individuel. C'est pas une opinion, c'est un fait avéré, démontré par la recherche en psychologie sociale et par la psychologie des foules. Quand plusieurs cerveaux travaillent ensemble sur un problème, ils ne font pas qu'additionner leurs connaissances, ils génèrent vraiment des perspectives que chacun seul n'aurait pas eues. En gros, on peut dire 1 + 1 = 3. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneuse solo, tu prends de nombreuses décisions chaque semaine. La plupart du temps, tu décides seul, dans ta tête, sans confrontation extérieure. Certaines de ces décisions sont bonnes, évidemment, mais d'autres ont des angles morts que tu ne vois pas précisément parce que tu es dedans, parce que tu ne maîtrises pas tous les paramètres. Si la question de l'intelligence collective t'intéresse, je t'encourage à lire le bouquin « A-t-on besoin d'un chef » de Mehdi Moussaïd ou à aller explorer sa super chaîne YouTube Fouloscopie. Faire des erreurs de décision, c'est pas une question de compétence. Les angles morts sont inévitables. Certains sont tout simplement cognitifs et n'ont aucun lien avec ton niveau. Même les meilleurs stratèges, les meilleurs sportifs, les meilleures chirurgiennes ont des coachs, des équipes, des sparring partners. Pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment capables, mais parce que le regard extérieur permet de voir ce qui ne se voit pas quand on est le nez dans son sujet. On pourrait dire en quelque sorte que les autres peuvent voir tes angles morts, t'apporter d'autres perspectives. Raison numéro 2. Côtoyer des gens qui vivent les mêmes défis est bon pour l'estime de soi et la motivation. Quand tu parles de tes difficultés à tes proches, qui ne sont pas entrepreneurs, il peut se passer différentes choses. Parfois, les personnes à qui tu demandes conseil peuvent minimiser ce que tu traverses. Parfois, ils font ce qu'ils peuvent pour te rassurer, souvent un peu maladroitement. Autre réaction possible, ce dont tu leur parles peut les inquiéter. Ces réactions, ces réponses ne sont pas toujours utiles. Elles peuvent parfois t'apporter du soutien, mais assez rarement des solutions concrètes applicables pour toi. Généralement, face à un problème, une décision à prendre, un questionnement professionnel, ce dont tu as besoin, c'est de parler à quelqu'un qui a de vraies clés de compréhension. La difficulté, c'est souvent de gérer tout seul, toute seule, une décision complexe, de supporter le sentiment d'insécurité financière d'un mois creux, de surmonter le doute qui arrive à la veille d'une présentation importante, ce genre de choses. La validation par les pairs, les gens qui vivent les mêmes challenges, ça a un effet direct sur la motivation intrinsèque et sur l'estime de soi professionnelle. Là, on ne parle pas de réconfort, même si c'est précieux, mais plutôt de régulation émotionnelle par la reconnaissance. Ça t'aide à te dire que tu n'es pas faible,
que c'est parfois difficile pour tout le monde, et ça peut te donner des exemples de la manière dont les autres se sortent des problèmes que tu traverses. C'est un peu une sorte de carburant, et vu le prix de l'essence en ce moment, ça vaut de l'or. Raison numéro 3, la connexion humaine stimule la créativité et ouvre des perspectives que tu n'aurais pas imaginées seul. Les meilleures idées naissent rarement de la solitude. Même les grandes découvertes scientifiques se font en équipe. Les meilleures idées naissent là où on ne les attend pas, dans les entre-deux. Par exemple, dans une conversation qui part dans une direction inattendue, dans une remarque anodine d'un collègue qui déclenche une association d'idées, dans un partage d'expériences qui te fait voir ton problème différemment. Mais le collectif, c'est pas seulement de l'essence pour ta créativité. C'est aussi le lieu où se construisent les collaborations, les recommandations, les opportunités. Est-ce que tu savais que la majorité des contrats dans le monde des indépendants n'arrivent pas par le marketing ? Et non, ils arrivent par les relations. Rester seul dans ton coin, c'est prendre le risque de te couper de ces opportunités. Si tu as parfois l'impression de ne pas travailler suffisamment ou pas assez efficacement, c'est peut-être parce que tu as besoin de te construire un réseau qui te ressemble et dans lequel tu trouveras plus de productivité. Et sûrement plein d'autres choses auxquelles tu ne t'attends pas. Prends ton dictionnaire et cherche le mot sérendipité. S-E-R-E-N-D-I-P-I-T-E. Passons au conseil pratique. Je te propose 4 moyens concrets pour sortir de ta solitude. Allez, c'est parti, petit escargot, on sort de sa coquille. Moyen numéro 1, le coworking. Aujourd'hui, ça semble plus évident qu'il y a 10 ans parce que les espaces de cowork fleurissent un peu partout. Le coworking, c'est pas juste un espace, un lieu, ça ne sert pas seulement à avoir un bureau pour bosser et du wifi, ça sert aussi à sortir de ton appartement. Et là, je te renvoie à l'épisode précédent qui t'explique en détail pourquoi la table de ton salon n'est pas le meilleur endroit pour travailler pour ton entreprise. L'espace de coworking, ça sert aussi à côtoyer d'autres personnes qui bossent. L'effet de présence sociale, même si elle est silencieuse, même quand il n'y a pas d'interaction directe, a un impact réel sur la concentration et sur le sentiment d'appartenance professionnelle. Et si tu trouves en plus un cowork où tu peux avoir des vrais échanges, des discussions, du partage, alors là, c'est un super levier. Si tu peux, choisis un espace où tu peux parler, pas juste être assise côte à côte. Moyen numéro 2, le mastermind et les groupes de pairs. Oh mais non, je te parle pas du jeu avec des jetons colorés, jaune, bleu, vert. Un mastermind, c'est un petit groupe d'entrepreneurs, de 4 à 8 personnes par exemple, qui se retrouvent régulièrement pour partager leurs défis, leurs avancées, et pour se challenger mutuellement. Je vais te donner des synonymes pour les personnes qui n'aiment pas les anglicismes. Un mastermind, c'est une sorte de groupe de partage. Se challenger, c'est se tester, se remettre en question. Le mastermind, c'est l'une des pratiques les plus anciennes et les plus efficaces dans l'entrepreneuriat. L'avantage, c'est que la plupart du temps, tu n'as pas besoin de payer pour ça. Tu peux même en créer un toi-même avec des gens que tu croises dans ta communauté. Si c'est compliqué pour toi de te déplacer géographiquement, tu peux en trouver en ligne et parfois c'est aussi vivant que dans la vraie vie. Moyen numéro 3, les événements et communautés de niche. Là, je ne te parle pas des grands salons où tout le monde distribue des cartes de visite, mais plutôt des petits événements thématiques ou encore des communautés en ligne actives sur les thématiques qui t'intéressent. Tu peux aussi trouver des rencontres locales d'indépendants. Attention, garde bien en tête que là, ton objectif, c'est pas de réseauter au sens artificiel du terme. Tu n'y vas pas pour trouver des clients et donner ta carte de visite, tu y vas pour trouver des gens avec qui tu as envie de repenser le monde, de discuter, peut-être de créer. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit que de chercher des prospects ou du réseau. Là, tu cherches à monter un groupe solide de soutien, d'entraide, d'innovation. Moyen numéro 4, un accompagnement ou un mentor. Quelqu'un qui est passé par où tu passes et qui peut te donner une perspective extérieure riche de son expérience. Ce niveau de conseil que tes proches ne peuvent pas te donner même avec la meilleure volonté du monde. Un mentor ou un coach a cette neutralité. Il n'est pas là pour t'apprécier, mais il ou elle te voit avec un œil objectif et professionnel. C'est ça qui fait la différence. C'est là qu'une offre d'accompagnement comme la mienne peut être intéressante pour toi. On peut travailler ensemble sur un point précis de ton activité, de ton organisation,
de ta gestion du quotidien ou des émotions, de tout ce qui peut t'aider à développer une manière de travailler qui te correspond et qui est bénéfique pour ton entreprise et pour ton équilibre. Allez, je te donne un moyen bonus, parce que je suis comme ça, moi. Un autre moyen qui peut être intéressant, c'est la pépinière d'entreprise. Si tu as moins de 3 ans, tu peux trouver, enfin si ton entreprise a moins de 3 ans, parce que si toi tu as moins de 3 ans, ça va être un peu jeune, tu peux trouver dans ta zone géographique des pépinières d'entreprise qui peuvent offrir des services variés, comme par exemple un accompagnement individuel, des locaux à prix intéressants, des ateliers et bien d'autres choses encore. Faisons maintenant les liens entre notre sujet du jour, l'hypnose et les neurosciences cognitives. Ce que je viens de te décrire sur la solitude, ça rejoint quelque chose de fondamental en sciences sociales et en neurosciences cognitives. Notre cerveau est un organe qui interagit avec son environnement, et en particulier avec son environnement social. Le cerveau possède des cellules faites pour la connexion avec d'autres humains. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ils servent à comprendre l'autre, à ressentir, à se lier, à imiter, bref, à être en empathie avec l'autre. Si on se place du côté de la régulation émotionnelle, partager du temps, des émotions, des contacts avec autrui provoque l'émission d'ocytocine. Bon, ces infos sur l'ocytocine sont à prendre avec des pincettes parce qu'en réalité, on connaît encore vraiment peu de choses sur le rôle de l'ocytocine, qui à la base a comme fonction principale d'agir sur les tissus de l'utérus et des glandes mammaires. Mais bon, l'ocytocine, c'est aussi utile pour réguler la cohésion sociale, l'empathie, la confiance. Si on isole ce cerveau fait pour les interactions sociales, c'est-à-dire si on le laisse tout seul dans son coin, dans une activité solitaire et stressante comme l'entrepreneuriat par exemple, il entre progressivement en mode vigilance. Or, un cerveau en mode vigilance, c'est un cerveau moins créatif, moins souple, moins confiant et qui a plus de mal à prendre des décisions. Dans mon travail d'accompagnement, on peut notamment travailler sur ces pics de stress. Et le meilleur complément à ce travail intense, c'est, tu l'auras compris, de ne pas rester seul. Le voici, le voilà, c'est le moment tant attendu de l'exercice pratique. On va cartographier ton réseau de soutien professionnel. Est-ce que tu es vraiment seul ? Allez, c'est parti, prends une feuille ou ton traitement de texte préféré ou un carnet porte-bonheur, ton appli de prise de notes, bref, prends de quoi noter. On va faire un état des lieux honnête en 4 étapes. Première étape, liste les 5 dernières fois où tu as eu un vrai problème professionnel à résoudre. Un vrai problème, pas une tâche technique, mais une décision difficile, une situation floue, un moment de doute. Je te donne quelques exemples concrets pour t'aider à faire ta liste. Le jour où tu as décidé de changer de statut entrepreneurial, passer de micro à SASU par exemple. Le jour où tu as décidé de déménager ton cabinet partagé pour prendre un local rien qu'à toi. Le jour où tu as décidé qu'il était temps d'embaucher un vrai comptable. Voilà, je te laisse réfléchir à ces 5 situations, ces 5 gros problèmes professionnels que tu as dû résoudre. Maintenant, réfléchis à ce qui s'est passé lors de ces 5 moments. À qui as-tu parlé ? Peut-être que ta réponse est à personne. Ou peut-être que ta réponse est à mon conjoint, à ma conjointe. Note tout ça pour chaque situation. À qui as-tu parlé ? Étape numéro 2. Identifie qui dans ton entourage actuel comprend vraiment ce que c'est d'être entrepreneur. Pas un ami qui fait semblant de comprendre parce qu'il veut te soutenir, mais quelqu'un qui vit les mêmes choses ou qui a traversé ça. Compte ces personnes. Si tu arrives à 0 ou à 1, tu as ta réponse. Il est temps d'augmenter ce chiffre. Étape numéro 3. Évalue la qualité de ton réseau de pairs sur 3 dimensions. La fréquence des échanges, est-ce que tu parles à d'autres entrepreneurs au moins 2 fois par mois par exemple ? La profondeur, est-ce que ces échanges vont au-delà des questions de surface comme ça se passe bien ? La réciprocité, est-ce que tu apportes autant que tu reçois ? Note chaque dimension de 1 à 5. Fréquence, profondeur, réciprocité. Étape 4. Identifie une action concrète à faire cette semaine pour réduire ta solitude d'un cran. Là, l'idée, c'est pas de réfléchir à un grand plan, juste de trouver une action, une vraie, que tu vas faire dès cette semaine. Par exemple, tu peux envoyer un message à quelqu'un pour proposer un café professionnel. Tu peux rejoindre une communauté en ligne. Tu peux chercher une rencontre proposée dans ton secteur par un réseau local.
Tu peux chercher un mastermind dans ta ville ou en créer un, pourquoi pas. Une chose à faire cette semaine. Et je serais super contente et très curieuse que tu me notes dans les commentaires l'action que tu as choisie. Et encore mieux, que tu me fasses un petit bilan une fois que cette action sera réalisée. Question bonus, peut-être la plus importante. Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'ici de faire cette action ou de commencer à briser ta solitude entrepreneuriale? Souvent, la réponse révèle une croyance sur ce que ça signifie pour toi de demander de l'aide. Là aussi, n'hésite pas à me partager ce que tu as trouvé. Petite conclusion. Entrepreneuriat solo ne veut pas dire entrepreneuriat seul. Ce sont deux choses bien différentes. Tu peux gérer ton entreprise en solo, mais vouloir tout faire tout seul, c'est une erreur qui peut te coûter très cher. Je vais pas te ressortir ce vieux truc, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ah bah si, je viens de te le dire en fait. Mais je crois vraiment en la force du groupe, en l'intelligence collective. C'est grâce à la vie en groupe que l'humain a survécu depuis la préhistoire. Et les inventions se sont toujours faites dans le collectif. Dans le prochain épisode, on parlera d'un pilier absolument indispensable, le sommeil. Tu seras là ?